Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver en ce mois de novembre qui s'achève. Et quand le mois de novembre s'achève, ça veut dire que Noël est proche. Pour tous, on en parlera le mois prochain. En tout cas, nous sommes heureux. Malgré les circonstances, nous sommes heureux de vous recevoir dans Psychose. On ne compte plus, évidemment, les éditions. On doit être à la 11e ou 12e édition annuelle, deuxième saison. Je commence à être un vieux de la vieille dans la maison. Je salue, évidemment, toutes ces personnes qui sont fidèles à notre émission depuis qu'elle a débuté. Un clin d'œil au parrain Gilles Desgras que je ne vois plus depuis de nombreuses années, mais qui, de toute façon, écoute et regarde avec autant de présence cette émission. Ce soir, on va, avant que les flonflons commencent à s'éclater, revenir dans des circonstances qui touchent notre société. Vous avez dû comprendre que la violence, elle est présente, particulièrement ces derniers temps. On va essayer de comprendre pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé dans le pays après le Covid, après tout ce qui a pu nous arriver, comment notre société continue à être aussi malmenée, et cette fois-là dans son intérieur. Et pour en parler, nous avons choisi des personnes ressources, on va dire, des personnes qui peuvent nous donner leur avis sur ce qui se passe. Bien évidemment, vous, au 71 27 07, j'ai pas besoin de vous le dire, vous pourrez nous appeler et nos régisseurs seront heureux de vous accueillir, bien évidemment. Mais en attendant, je vous présente, comme je vous disais, nos invités ce soir. Alors, je vais commencer, allez, comme je ne suis pas très dans la répartition des gens, même s'il y a une femme, je commence par un mec. Allez, on va commencer par vous, Monsieur Banguiou. Oui, bien bonsoir à tout le monde. Donc voilà, je suis Frédéric Banguiou, je suis content d'être là. Ah ouais oui, de pouvoir discuter un petit peu et de voir avec tous les participants ce qu'on pourrait amener comme élément permettant de mieux comprendre la situation. Alors je vous remercie vraiment Frédéric d'avoir accepté d'être présent. Vous êtes venu d'ailleurs dans votre uniforme de scout, ce qui évidemment affiche les couleurs tout de suite. Il y en a qui ne pourront pas afficher leurs couleurs, mais celui-là au moins il peut le faire franchement. Et parce que effectivement vous êtes depuis de longues années militant des associations de jeunesse, dont fait partie évidemment les scouts et guides de Martinique, puisque vous êtes cadre dans l'équipe territoriale de cette grande association de notre pays. À vos côtés, Jean-Pierre Jean-Louis, bonsoir. Bonsoir M. Galva, bonsoir aux téléspectateurs. Oui, Fred, c'est bon. Bonsoir Fred Galva, bonsoir aux téléspectateurs de Zouk TV. Ravi de vous avoir aussi et encore merci d'avoir accepté malgré tout ce qui pourrait vous empêcher d'être avec nous ce soir. Alors je vous invite parce que vous êtes un grand témoin aussi de cette société, vous êtes un responsable syndical, donc vous avez évidemment un regard sur cette violence et vous allez nous dire ce que vous en pensez, surtout puisque c'est le sujet qui nous anime ici, comment on peut en sortir par ces temps qui courent. Troisième invité, vous voyez, je vous ai dit qu'on allait terminer par la femme. Rosette, bonjour. Bonsoir plutôt. Fred. Rosette Jean-Louis, comme quoi on a toute la famille aujourd'hui sur le plateau. Donc vous êtes présidente du conseil citoyen, je ne veux surtout pas faire de gaffe, conseil citoyen de Sainte-Thérèse. Et vous aussi, une militante du fait social depuis de nombreuses années, vous me disiez à peu près 40 ans, donc ça fait 2 générations presque. Et vous avez surtout, et je vais commencer par vous, été très récemment victime, parce que vous n'étiez pas que témoin, vous avez été victime parce que choqué par un fait qui a fait, pas seulement le buzz, mais qui a été relaté par les différents médias de notre pays, une agression publique assez violente, voire même très violente. Et vous avez très rapidement eu le réflexe d'appeler votre psy préféré, en l'occurrence votre serviteur, merci. Et comment depuis allez-vous ? Les 3 premiers jours ont été très difficiles parce que je revoyais la scène. Je revoyais ce Alors, est-ce qu'on peut rappeler la scène ? Puisque peut-être que nos téléspectateurs de Guadeloupe et de Guyane sont complètement déconnectés de ça et on pourrait le comprendre. Nous étions sous le porche de la ville. C'était la journée de l'homme.
comme par hasard, avec une association qui met en valeur l'association Machoquette. La manifestation arrivait presque à son terme et on voit débouler une sorte de géant sur le boulevard avec une grande barre de fer et qui se met à frapper. Il a frappé un monsieur qui a perdu connaissance. Ensuite, l'artiste qui a dû abandonner ses instruments en essayant de se réfugier à l'intérieur, a été poursuivi. Il a dû son salut à ses mains qui l'ont protégé, mais quand même il a reçu la barre au milieu du dos avec un gros hématome. Ce monsieur est revenu vers nous et je ne sais pas, j'ai entendu courir. Et les anciens collègues, puisque je suis quand même une ancienne de la ville, les collègues qui étaient à côté de moi, on s'est précipités, on a vu droit devant. Et nous sommes réfugiés derrière le bâtiment où gare le maire. Par chance, il y avait un garde du corps qui venait d'arriver. Je lui ai dit, on est en danger. Mais le temps qu'il vienne, il s'attaquait déjà au concierge. Le concierge qui a eu la présence d'esprit de rabattre la grille sur lui. Mais il a reçu quand même un coup à l'épaule. Donc, mais là, vous étiez là, présente. Mais on y était, quoi. Le gars qui a reçu le coup, il était devant moi. Et comment était la foule? Elle était évidemment affolée. Les gens étaient en état... Mais on a été surpris. L'agression a été extrêmement violente. Donc, panique. Montée d'adrénaline, bon, je suis allée près de la rue et tout, et à un moment, j'ai eu des fourmillements, j'ai eu un violent mal de tête, et j'ai eu une crise de trachycardie, le cerveau pas oxygéné, et j'ai eu un malaise. Alors, je dois saluer quand même la réactivité des forces de l'ordre qui sont arrivées tout de suite, qui l'ont intercepté. Les pompiers qui nous ont vraiment encadrés, et puis les élus qui étaient présents aussi, qui nous ont quand même entourés. Mais c'est vrai que c'est difficile. Bon, mais Fred connaît un petit peu mon caractère et ma capacité de rebondir. Mais pendant les 3 premiers jours, c'était très difficile. Je ne dormais pas. Oui, ça va. Bien, alors vous voyez, à partir de ce fait, c'était pas pour faire l'anecdote ou recentrer ou remémorer des événements qui ont été pour vous très traumatiques, je le reconnais, mais c'est une chaîne de situations qui commence à faire notre quotidien. Je parle à Frédéric, Rosette et à Jean-Pierre. Comment vous expliquez ce qui se passe chez nous en ce moment? Jean-Pierre, est-ce que je peux l'expliquer? Je ne crois pas, parce qu'elle est gratuite, cette violence. Il suffit d'un regard, on se sent mal, on est agressé, mais partout où on va, on sent l'insécurité, même au sein de notre travail. Même quand les patients arrivent aux urgences, même quand les familles viennent visiter les patients, même en plein soin, on se fait laminer, on se fait cracher dessus. Cette violence, elle est gratuite, malheureusement, et ça devient monnaie courante. Et pour remédier à tous ces maux, il faut qu'on se mette. On essaiera justement d'évoquer les éventuelles solutions qu'il pourrait y avoir. Et vous, Frédéric, comment, vous qui avez vu des générations et des générations de jeunes, de personnes, comment on en est arrivé là dans notre pays? Je pense qu'il y a aussi un phénomène, donc c'est que le fait qu'il y ait la possibilité de médiatiser rapidement les faits par le biais de son téléphone fait que chacun a envie de crier une sensation. Et c'est vrai que quand on regarde aujourd'hui, dans l'espace où on se déplace, on est tout le temps en alerte parce qu'on ne sait jamais à quel moment un élément, quelqu'un, un extérieur, dans une manifestation, dans un événement familial, on ne sait pas à quel moment ça peut dégénérer. Et ça nous interpelle parce que notre île qui était une île accueillante, aujourd'hui, voilà, j'ai un peu mal parce que de voir les faits chaque semaine, il y a des faits qui nous interpellent. Et je pense qu'il est temps qu'on prenne conscience que nous sommes sur une île, nous avons tous des familles et qu'il est important
de réfléchir aux actes que nous commettons, parce que nous ne faisons pas de la bonne publicité pour notre territoire et non plus pour nos familles, pour nos enfants qui voient cela. Et le fait que des personnes puissent diffuser des informations comme ça, c'est dommage. Vous avez vu venir ça, cette violence, cette montée de la violence? Oui, je l'ai vu venir. Alors moi, mon analyse, c'est celle du terrain. C'est celle aussi de quelqu'un qui a travaillé dans le milieu scolaire de la maternelle, quand même au CM2, depuis plus de 20 ans avec les enfants. Le constat aujourd'hui, et je crois qu'il faut aborder le problème de la violence avec beaucoup de franchise. On est là pour ça aujourd'hui, hein. C'est pas dans 2 mois que ça s'appelle, c'est psychose. Voilà, avec beaucoup de franchise. Et aujourd'hui, on ne peut pas se permettre de dire que la violence, c'est l'affaire d'une personne, de quelle que soit l'instance. Aujourd'hui, la violence est du ressort de l'ensemble de la population. Alors, ce qui me dérange un petit peu, c'est qu'à aucun moment, l'éducation ne vient en premier plan. Parce que nous circulons, nous sommes sur le terrain. Lorsque vous avez un gamin qui a peut-être 2, 3 ans, 4 ans, dans un véhicule avec ses parents, un véhicule peut-être double la voiture du parent, ou bien quelqu'un passe devant la voiture de manière systématique. Bon, je ne vais pas généraliser, il y a des parents qui ont des valeurs quand même qui savent se retenir. Mais vous avez des mamans qui partent en toute sauce, l'enfant il est assis derrière. Son papa ou sa maman c'est son modèle. Mais il se dit, tiens, quand je serai un petit peu plus grand, quand je vais conduire ma voiture, voilà, l'enfant retransmet exactement ce qu'on lui renvoie. Alors vous êtes en train de nous dire que c'est un déficit éducatif qui est peut-être à l'origine. Entre autres, quand je dis, alors, cette responsabilité, elle est à tous les niveaux. Il y a l'État qui est défaillant. Je suis désolée. Le gouvernement, il est défaillant. Sur plein de points, ils sont défaillants. Mais là où c'est lamentable, c'est que les gens ne reconnaissent pas leur erreur. D'accord ? C'est la faute de l'autre, c'est pas ma faute. C'est de la responsabilité de l'autre, pas la mienne. Et c'est ce qui me dérange, en fait. Alors, si j'ai bien compris, ce serait une responsabilité partagée, mais vous qui êtes tous les 3, et singulièrement là, vous 2, des responsables qui agissez dans la sphère sociale, est-ce que vous vous sentez un peu quand même responsable, je ne dis pas coupable, hein, mais responsable de ce qui se passe? Est-ce que vous n'avez pas l'impression que votre mission est altérée quelque part et qu'il y aurait eu des freins qui auraient amené à générer ces défaillances? C'est un ensemble de choses qui fait que nous sommes arrivés à ce stade-là. Je rejoins Jean-Louis quand elle dit qu'effectivement, qu'il y a déjà au départ l'éducation des parents. Il faut rééduquer les parents. Comment on va faire ça, Jean-Pierre? Il faut d'abord rééduquer les parents parce qu'il y a un abandon des parents. L'éducation est primordiale, c'est fondamental. Pour éduquer un enfant convenablement. Donc vous êtes en train de dire il faut être un exemple pour ses enfants. Voilà. Avant, les parents étaient plus éduqués, plus que... Tout à fait, tout à fait. Qu'est-ce que c'est qu'un parent éduqué? Vous avez tous la parole. Hein, parce qu'il y a des valeurs, comme elle disait. Il y a le bonjour, il y a le merci, et puis on respecte nos aînés, on respecte celui qui est plus grand que nous, et on ne sort pas des mamans et des papas à longueur de journée. Moi, j'estime qu'il y a eu un abandon aussi des parents. Il faut remettre les choses dans le bon sens. Moi, avec un peu de recul, dans ma jeunesse, j'entendais aussi nos grands-parents qui disaient aussi un certain nombre de mots et un cadre. De mots de moment. Oui, et voilà. Mais bon, il y avait un cadre qui était posé, effectivement, qui permettait de savoir qu'il y avait une limite qui était là. Cependant, cette éducation qui était faite, elle n'était pas percutée par autant d'informations extérieures. Il faut qu'on soit conscient qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'informations extérieures. Les enfants côtoient beaucoup de choses. Il faut montrer qu'on est différent. Moi, si j'avais voulu faire le coq en étant plus petit, je me serais fait
reprendre par mes parents et l'entourage, alors qu'aujourd'hui, c'est compliqué, même pour certains parents, de pouvoir reprendre, si on regarde bien. Mais qu'est-ce qui fait que c'est plus compliqué pour eux d'être des arbitres de... Parce que la loi a changé, parce que l'enfant sait que si on fait monter le ton, si on lui balance une baffe, il sait qu'il faut qu'il aille à la police, il faut qu'il aille voir X, Y. Il est devenu un roi? Il est devenu un petit coq, oui, et puis qui te tient... Il y a le droit des enfants, mais en face, on a oublié de mettre les devoirs. Mais je pense qu'il y a aussi quelque chose qu'on doit... Peut-être qu'il nous faut réapprendre à vivre en communauté et revoir un peu les choses, les valeurs que nous portons. Quelles sont les valeurs essentielles qui doivent régner? Je pense qu'au-delà du paraître, il y a des valeurs de solidarité, de fraternité que nous avions, qui se développaient. Et aujourd'hui, on a tous envie d'avoir tout et sans forcer. Et je dis bien, tout de suite. voilà, et tout de suite. Et je pense que cette notion-là de soif de liberté, parce qu'on va regarder par rapport à plein de choses qui se passent, que les gens, ils ont envie d'être libres, ils ont envie de faire ce qu'ils veulent, quand ils veulent. Et aujourd'hui, si on regarde bien dans la société, il y a des limites à la liberté, puisque notre liberté, notre propre liberté s'arrête là où commence celle des autres. Donc, il faut que nous apprenions à vivre ensemble. Et pour apprendre à vivre ensemble, il faut que nous apprenions aussi à un petit peu, comment je pourrais dire ça, ne pas tout avoir. Avoir cette possibilité de se dire, on a des envies, mais les envies, elles vont avec la capacité qu'on a de les obtenir, mais si on ne les a pas, il ne faut pas qu'on soit envieux. Il y a quelque chose à retravailler, à repenser. J'ai remarqué que vous êtes tous les trois dans une posture assez moralisatrice d'une société avec des valeurs. Vous disiez, Rosette, tout à l'heure, surtout avec une éducation. Est-ce que cette posture-là est adaptée au monde d'aujourd'hui ? Elle a changé. Pourquoi? Parce que la société a changé. Quoi qu'on va vous écouter en disant il faut remettre des lois, comme vous disiez Jean-Pierre, du respect de l'adulte. Nous ne sommes pas des donneurs. Vous n'êtes pas des has-been quand vous parlez comme ça. Je préfère quand même être has-been, mais on n'est pas des donneurs de leçons ce soir. Ce soir, on est conviés à échanger sur un phénomène sociétal. Mais à charge pour nous aussi d'expliquer, d'avoir une vision qui va peut-être déranger, qui n'est pas celle que certains attendent. Quand je dis que c'est à tous les niveaux, l'enseignement aujourd'hui, la vraie question, l'enseignement répond-il aux besoins? Et quand je dis ça, je m'explique. Vous avez dans les quartiers populaires, vous avez un apport migratoire. L'enseignement qui est dispensé aujourd'hui est-il adapté? Est-ce que les enseignants qui ont en charge ces enfants-là, et je parle quand même sous contrôle de ce que j'ai vu dans un certain quartier où il y a plusieurs communautés, et ils posaient vraiment la problématique. Déjà, il y a l'enseignement. Vous avez aussi l'autorité, vous avez l'État. Alors, arrêtons-nous à l'autorité, justement. Oui. Bon, comme elle est un peu diluée maintenant, on ne sait plus on entend même qu'il faudrait peut-être même qu'il n'y ait plus de préfet. Donc, les propos n'engagent que ceux qui... évidemment, nous sommes bien d'accord, Rosette. Mais en tout cas, on l'entend. Oui, je l'ai entendu. Donc, alors, où est l'autorité? Mais c'est pas le fait de dire qu'il faut enlever le préfet, mais il faut qu'il y ait une autorité. On n'a pas dit qu'il n'y aurait pas eu d'autorité. Hein. Oui. Il faut bien remettre les choses dans leur contexte, parce que je l'ai écouté. C'est pas ce qu'il a dit. Il a dit, effectivement, je ne prends pas la défense de quiconque, mais que le préfet n'a plus sa place. Mais il n'a pas dit qu'il faut pas qu'il y ait d'autorité. Il faut qu'il y ait des autorités qui dirigent le pays. Mais quel type d'autorité? Alors, en raisonnant à l'absurde, en disant, OK, que ça ne soit pas généré, représenté par un préfet, qui représenterait dans ce territoire, cette île dont vous parliez, cette autorité? Nos élus, puisqu'ils ont été élus par le peuple. Ce sont des élus du peuple et qui doivent cadrer les choses, faire en sorte que les choses fonctionnent. Vous pensez qu'ils sont vraiment en mesure de le faire? Y a-t-il une volonté? Alors moi, ma question, elle est claire, nette et précise. Y a-t-il aujourd'hui, quand on regarde l'état de la Martinique, quand on regarde cette situation économique, sociétale, tout ce qu'on veut, je n'ai pas l'impression que ça embête qui que ce soit.
Parce que quand il y a un phénomène, on est dans de l'événementiel. C'est-à-dire, il y a un fait divers. On va entendre tout le monde, mon Dieu, ah oui, c'est malheureux, on est auprès de la population. Mon œil, au mois de novembre, on a eu des émeutes. On a vu qui? Les associations étaient sur le pont. Alors quand j'entends, on fait du spectacle, on est dans beaucoup de belles choses là, on fait un théâtre là, pour venir dire quoi? Nous, on est des hommes et des femmes de terrain. Donc moi, la question que j'ai envie, pourquoi au-delà des convictions de chacun, on ne peut pas, association, élus, tout le monde se mettre autour d'une table et parler en toute franchise. Pourquoi on ne peut pas reconnaître et se poser la question à quel moment j'ai failli dans ma fonction, soit de parent, soit de police, Vous savez, la remise en cause, c'est quelque chose qui est très difficile parce que ça renvoie quand même à des sentiments de culpabilité. Mais on va y revenir. Sur la question du chef. Alors, les scouts, vous êtes champions. Parce que, et voilà. Est-ce qu'il faut réintroduire un peu plus de chefs? Alors, je vais dire que par rapport à la méthode que nous essayons d'appliquer, parce que bon, il ne faut pas dire non plus qu'on a toute la science, etc. Donc nous essayons, quand on a des jeunes avec nous, de discuter avec eux et donc de nous dire que nous devons vivre en communauté pendant un certain nombre de jours, un projet, une action, etc. Et qu'il est important qu'on ait un cadre commun. Et je pense que ça, c'est important. Avoir des valeurs, des règles communes. Donc, ensemble, avec les jeunes, nous définissons le cadre dans lequel nous allons fonctionner. On définit ensemble les règles. Voilà. Ce qu'on devrait faire ensemble pour qu'on puisse ensemble vivre 14 jours, 15 jours de camp. Ben, ça marche. Jusqu'à maintenant, ça marche. Il y a des moments où il peut y avoir des petites failles qui arrivent, mais quand on a défini les chartes de vie, la charte de vie, voilà, ce qu'on doit positivement faire pour que les uns et les autres en avancent. Parce que nous, on s'appuie beaucoup sur la communauté, la petite communauté qui est l'équipe. Une équipe, c'est une petite cellule qui doit vivre, apprendre à s'accepter en acceptant les différences des autres, apprendre à vivre des frustrations, parce que quand on est en équipe, on doit arrêter une décision. Chaque personne a son avis et il y a un chef d'équipe. Mais le chef d'équipe... Est-ce qu'il est contesté? Parce que l'autorité, on en parlait, oui, mais c'est quand même une dimension qui est de plus en plus contestée par la jeunesse. Mais il y a un élément important dans tout ce que nous disons, c'est qu'un chef, c'est pas un dictateur. Un chef, c'est quelqu'un qui valorise son équipe, qui l'accompagne et qui, quelque part, est accepté dans cette fonction de chef. Parce que c'est important. Si dans le cadre de l'éducation, parce que souvent, moi j'entendais, on avait des anciens chefs qui nous disaient que, notamment il y en a un qui me répétait tout le temps, que éduquer, c'est l'art de répéter. Aujourd'hui, on n'a pas cette envie de répéter tout le temps. Et des fois, nous ne répétons pas tous les choses dans le même sens. Et donc, l'idée, c'est qu'il faut qu'on aille dans le même sens. Quand on parle de toute cette communauté chez nous, qui ont des visions, des valeurs différentes, etc., il nous faut aujourd'hui nous poser sur un cadre, sur des bases qui soient des bases essentielles de vie. Si on n'a pas ce socle-là, qui est minimum, on ne va pas s'entendre, on ne pourra pas s'entendre. Je comprends. Alors, nous avons déjà des téléspectateurs qui s'impatientent et qui disent mais foutu qu'à parler à sous studio ou la parole. Eh bien, on va commencer tout de suite à accueillir notre premier ou première téléspectatrice ou téléspectateur. Bonsoir. Oui, on vous écoute. Oui, c'est un téléspectateur. Oui, bonsoir. Votre prénom? Oui, bonsoir. Je suis en train de regarder votre émission là. Oui. Et je suis en train de réfléchir en même temps. Ah ben c'est bien. Ce que je peux dire. Vous ne m'avez pas dit votre prénom, hein? Allô? Ou on y a nous sans dire qui vous nous êtes. Comment? Vous êtes entré chez nous sans nous dire qui vous êtes. Oui, Eric. Je m'appelle Eric. Allez, bienvenue. Alors, on vous écoute. Oui. Je disais, je suis en train d'écouter votre émission et on se demande, vous demandez comment ça se fait que en Martinique est arrivé à ce point. Oui. Mais si on regarde bien, comme j'ai entendu certaines de vous dire, depuis, ils ont mis des lois, les lois que le gouvernement a mis, l'histoire de ne pas donner la fiche aux enfants et tout ça.
Et quand ils ont sorti ça, est-ce que vous avez vu la population à manifester pour ça? Personne n'a rien dit de tout ça. Vous m'écoutez? Ah, mais on vous écoute et on va réagir, croyez-moi. Personne n'a rien dit. Donc, il faut se dire qu'on est arrivé dans un temps où même les parents ont démissionné. Certains parents ont démissionné. Et on s'inquiète pour dire que ceci, cela, par l'autre côté, toutes sortes de choses. Il y a le gouvernement, il y avait le service militaire, ils ont enlevé le service militaire. Vous voyez tous comment les jeunes sont livrés à eux-mêmes. Oui. Et comment la violence s'est installée. Il y avait dans les quartiers, vous voyez, il y avait, avant moi, quand j'étais jeune, eh bien, quand il est 6 heures, j'étais chez ma maman. Si je sortais, il y avait les grands frères qui étaient au plus grand que moi au bord du chemin. Ils me tenaient par les oreilles et ils me disaient l'État n'a pas pour trouver maman. Donc vous aviez déjà une pratique du couvre-feu, parce que 6 heures, c'était rentré vos cases. Oui, exactement. Oui. Parce que si je me senti échappé, par exemple, eh bien là, il y a 8e mois, il y a des vieux, il maman pas pour trouver l'État là. Oui. Oui. Et puis il y a aussi les lois du créateur. Le créateur a mis des lois pour la famille, il a mis des lois pour la maman, le papa, les enfants. Et on est en train de bafouer tout cela. Et on se demande pourquoi la société devient. Et quand on regarde le créateur, quand il nous a prévenu à l'avance, que nous lui dit dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. Et qu'est-ce qu'on est là-dedans? On est dans les temps difficiles. Les enfants vont devenir désobéissants. Et il nous dit de faire attention à cela. Et il faut dire que maintenant, je dis, chaque personne est dans son ego, chaque personne soigne son petit confort, on est dans notre petit confort, et bien on ne peut pas s'en sortir. Et puis la société en paye le prix et puis on s'étonne. Vous êtes bien pessimiste. Vous avez l'impression qu'on ne peut pas s'en sortir. Nous, on est pris dans un étau et on va y rester, c'est ça? Oui, mais on peut s'en sortir si chaque personne met sa pierre à l'édifice. Oui. Et puis on refuse l'histoire de pas donner la fessée aux enfants. Moi, quand j'étais jeune, c'est les coups que j'avais peur que je ne faisais pas de bêtises. Et maintenant, on ne vous donne pas la fessée aux enfants et on s'inquiète. Il faut qu'on se reprenne en main. Je ne suis pas pessimiste, mais c'est toutes les personnes, tous ceux et celles qui voient comme moi. Moi, je suis une goutte d'eau dans un océan. Mais c'est toutes les personnes qui voient comme moi. Dire, bon, il faut qu'on fasse quelque chose. Il faut qu'on... Comment? On vous écoute. Oui, on vous écoute, Eric. Oui. Si chaque personne dit qu'il faut qu'on fasse quelque chose pour se réunir, pour faire des réunions, pour pouvoir changer tout ce que le gouvernement nous donne, comme ça ne nous dérange pas, eh bien, on est là-dedans. Il faut qu'on fasse attention. D'accord. Parce qu'on aura des comptes à rendre. Très bien. Un grand merci pour votre témoignage. Vous pouvez revenir quand vous voulez. Merci. Alors, j'ai surtout retenu un élément qu'on entend souvent. Ah, ce service militaire qui est parti, je crois qu'il doit, dans sa tombe, se poser bien des questions, Jacques Chirac. Comment vous croyez que le fait qu'il n'y ait plus de service militaire, ce serait une des raisons pour laquelle il y a une débandade de notre jeunesse? Oui, je peux dire que ça permettait à certains jeunes de connaître la rigueur. La rigueur et le comportement de la hiérarchie. Il y a une hiérarchie qu'il faut respecter, que si on dépasse la ligne jaune, eh bien, on est sanctionné. Ça donnait un peu de sens à la vie. Mais si c'était si efficace, pourquoi ça n'a pas été réintroduit? Parce que, bon, même par le 49.3, ça aurait été possible. Pas pour faire des économies. Oui. Non, le 49.3, c'est pour museler les gens. C'est pour que les gens... Non, mais comme je dis en termes de méthode, on pourrait y arriver. Si c'était si utile que ça... Oui, mais vous avez aussi... il faut le dire avec franchise, il y a des gens qui ont estimé que, bon, le service militaire, non, c'est pas nécessaire. Bon, c'est vrai que le RSM a quand même fait fonction d'éducateur, puisqu'on forme quand même beaucoup de nos jeunes au métier, ils font des ateliers et tout, mais ceux qui ont eu
une éducation qui leur a permis... On parle beaucoup des violents, mais on occulte... Nous avons des jeunes issus de quartiers populaires qui ont envie de s'en sortir, qui vont au Pôle emploi sous la pluie, sous le soleil, qui vont dans les associations pour demander comment faire, comment être orienté pour trouver un stage, quelque chose. On n'en parle pas. Pourquoi? Parce que ça ne fait pas le buzz. Parce que ce jeune-là, il essaie de sortir du système, il essaie de se débrouiller. Eh bien, on ne va pas en parler. Il fait partie des minorités silencieuses. Moi, il y a quelque chose qui m'a choquée et je le dis, je prends mes responsabilités. Quand vous voyez... vous les prenez, parce que vous n'allez pas engager celle de notre chaîne. Non, là, pas du tout. Je suis Zouk TV, donc moi, ça m'étonne depuis 2007. Quand il y a un fait divers violent, et que vous voyez que ceux qui sont censés donner l'information, commenter l'information, la première image qu'on va vous montrer matin, midi, soir, c'est ce fait divers violent. Et vous avez derrière des gens qui trouvent normal et qui expliquent ce fait divers en disant oui, mais on comprend, on a tué son copain, donc c'est normal. Ouais. C'est quoi ça, ce genre de médias qui se permettent de faire l'apologie, la publicité pour effet divers? Écoutez, on en parle. Mais c'est surtout ce que je voulais dire. C'est vrai qu'on parle beaucoup de violence, on parle de beaucoup de choses, mais on a une masse de jeunes. Si on regarde bien, on a... c'est pas une minorité, c'est une masse. On a une grande partie de notre jeunesse qui font des choses formidables. Mais on les voit pas, et ces choses formidables, ils ne trouvent pas de moyens de communication pour les valoriser. Et je pense que l'un des éléments qui pose problème aussi, c'est que ce qui est bien n'est pas assez valorisé. C'est-à-dire que toute cette jeunesse qui se bat pour faire des choses intéressantes, qui arrive à traverser des difficultés, à s'en sortir, à faire des créations, à faire des choses, ça n'est pas mis en valeur parce que ça ne paye pas. Voilà. Je pense que quelque part... Quand vous dites ça ne paye pas, ça veut dire parce que quelque part, il faut pouvoir faire... Parce que c'est pas la règle, c'est pas... Ça dit que ça devient pas, voilà, ça devient pas. Malheureusement, je pense qu'on a pris une orientation sur la manière de diffuser, de communiquer, qui fait que si on allait chercher, je pense que si on allait à la rencontre il y a des émissions qui font ça, qui vont à la rencontre, qui valorisent. Malheureusement, les créneaux ne sont pas... Dois-je comprendre, selon vous, que les médias, peut-être aussi le nôtre, qui sait, sont trop centrés sur les faits que vous dites divers, mais qui sont parfois des faits violents. Et pas assez sur les bonnes pratiques. Oui. C'est-à-dire qu'avant, quand on regarde bien, quand il y avait un fait divers, on vous montrait au loin ce qui se passait. Oui. Aujourd'hui, ils vont cœur. Ils vont cœur, comme dans les films d'horreur, etc. Il faut que ça soit montré, que tout soit montré pour que les gens y voient. Donc, derrière, le jeune qui voit. Aujourd'hui, il y a peut-être des jeunes qui n'ont tué quelqu'un, ça devient banal. Et je pense que ça, c'est important qu'on ressente les choses. Parce que il faut qu'on arrive à reposer des valeurs, reposer un cadre et à essayer de refaire en sorte que des jeunes, les enfants, ils voient des modèles, ils ont comme modèle des choses qui soient positives. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout occulter. Notre monde, il est fait de... Est-ce que ce n'est pas le vrai monde que les médias montrent finalement? Est-ce que ce n'est pas ça la vraie vie? Je ne pense pas directement que ce soit que ça, parce que quand on regarde, des fois on regarde le journal, on a l'impression de voir que des mauvaises nouvelles, alors que des fois il y a de superbes nouvelles, mais qui passent en 30 secondes. Et on ne prend pas le temps de s'arrêter. Par contre, la mauvaise nouvelle, elle va s'étaler, elle va prendre le temps, elle va revenir plusieurs fois dans l'année. Et je pense que ça, il y a un travail à faire. Et je pense que le fait de montrer à notre jeunesse que si on le montrait, que des actions positives sont valorisées, sont mises à l'honneur, peut-être que certains iront davantage vers ces actions positives. Et puis, comme on dit, il faut tendre la main. Vous le disiez tout à l'heure, avant qu'on reçoive notre prochain invité par téléphone,
vous savez quand même, quand on parle de médias, il y en a quand même qui ne sont pas très maîtrisables. Ce sont ces réseaux sociaux. Et ça, comment faire on est arrivé à fermer Twitter sur Donald Trump, mais on ne peut pas tout fermer. Sauf qu'on l'a remis. Oui, Sauf que là, il a retrouvé. Mais n'empêche que, je vous ai en train de dire, les réseaux sociaux sont incontrôlables. Oui, mais ça va de notre responsabilité. Je pense que si nous, quand on diffuse on diffuse quelque chose, il y a des actions positives qui sont relayées. Ce même réseau qui permet de valoriser un jeune etc., une action positive, ben c'est beaucoup plus intéressant. C'est à nous aussi de faire ce choix. Je pense que nous, il y a des adultes, il y a des jeunes qui doivent aujourd'hui prendre conscience que nous ne devons pas être des vecteurs de cette violence. Nous devons pouvoir, à certains moments, décider d'arrêter sa diffusion. 71 27 07, soyez le bienvenu. Bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir. Votre prénom? René. René, alors, la violence, est-ce que c'est une fatalité? On peut venir dessus? Comment on en est arrivé là dans nos pays? Parce qu'il faut penser aussi à nos amis de la Guadeloupe et de la Guyane. Tout d'abord, c'est pas René, c'est René Adema. René Adema. Ah, René Adema. Ah ben oui, mais dis-moi René. Comment ça va, René? Ça va bien. C'est super. Bien bon souhait. Ah, ben bonsoir. À nous qu'à faire aussi un bel bonsoir, René. Et puis, ça m'a dit pour moi dire, faut pas nous laisser nous à sous compte préfet, ni à sous compte la loi, ni à sous compte les élus, ni à sous compte le gouvernement. Premier responsable, c'est nous, les parents. Mais ni en démission des parents, de certains parents, en démission. Laissez les enfants faire ses affaires. Et Niti Mamaï qui fait qui peut pas ni indication. C'est ça. Il y a Niti Mamaï, mais sans indication. Indication va commencer de quelle manière? Indication va commencer. Indication va commencer en Niti Mamaï à l'âge de 15 ans. Indication va commencer à son Niti Mamaï depuis un bout de Mamaï. Donc, si on est 4 ou 5 peut-être ni un qui peut faire un cas. Mais l'autre 4 là peut rester là. Et puis, puisque vous faites indication, mais si vous ne faites pas indication, de manière aller. On est des papas qui a dit qu'il pas entrer la Kaili à 8 heures. Il a entré le lendemain si Dieu veut lire. Ça, il a comprendre dans sa affaire. Il a dit pas boire homme. Il y avait qui n'y trois doigts, homme madame qui a boire du et il a dit pas boire de lit. Il a dit papa ça, papa faire. Il bon, il serré pour m'envoyer. Papa il a dit il ne faut pas filmer en deux doigts de papa, il y a une cigarette qui côté là, mon là. Indication va commencer qui côté. Indication va commencer dans le lip service ni dans l'église. Laisse-moi mal à courir dans l'église là, on va dire, assez courir, c'est depuis la maison où vous dites ça. Indication pas qu'à commencer dans le libre service. Si maman a commandé dans le libre service là, ou quand il doit en l'air, c'est où qui a doit en l'air, puisqu'il a dit, faut qu'on prenne ça papa, il a fait ce pied à terre, et où on va prendre une baille. Ou quand mener dans un magasin, ou blailler à ce lit ou quoi, même si pas de l'argent, on peut prêcher pour aller. Fouiller à ces mêmes bagailles là. Alors, messieurs et dames, il y a une démission vers les parents. Aussi, autant dans l'indication, autant qu'il y a dans la famille, parce qu'en ce moment, il fait la gare, qui m'en y est. Les papas arrivent, sinon, maman, il y a toujours un des autres les souhaits. Et bien, si maman qui manière vous l'ayez à Naraïla? Avec quelle position vous l'ayez à Naraïla? Et il ne faut pas brider si maman il faut non plus, il faut que vous ayez une liberté pour dire que ça ne va faire pas bon. Si vous avez une liberté, ça ne va faire pas bon. Moi, quitter les autres, je vais quitter mon autre et puis merci pour l'émission aux autres affaires. Mais c'est un pays. Parce que les autres qui indiquent que les gens ne peuvent pas comprendre. Merci René. Parce que nous n'y trop laisser les enfants faire la fête. Et sinon,
Les voisins ont parlé de bon avant, ou te dit en parole. Les étaient coins, ou a dit maman, ça, maman, ou pas coin. Les petits maman, il a rentré, ou pas dit moi, qui fait 12 ans, à minuit dehors, un petit garçon à minuit, pas pour dehors. Et on va mettre à sous gouvernement, on va mettre à sous le préfet, la loi qui a occupé du Liban, occupé du Zot. Ok. C'est ça que vous faites. Je vais quitter les autres mamans. Merci en pile. Continuez à faire votre café. Merci. Vous indiquez mon petit boin. Je vais surtout. Ou quand Marie en belle boba, moi. Ok. À bientôt. On est Marie Adémar, qui sont aussi des personnalités qui ont agi et qui continuent beaucoup certainement fait d'agir. pour Sauf que justement, quand on a ces figures dont René et Marie Adémar sont des incarnations, quand on voit des valeurs, des personnes comme Césaire, tiens, par exemple, toutes ces figures emblématiques, qu'est-ce qu'il en reste dans notre société? Parce qu'on a l'impression qu'elle est dilettante, qu'il n'y a plus de modèle, et puis que de toute façon, tout part en vrille. Mais c'est ce qu'on disait, ceux qui ont la capacité et les moyens d'empêcher que ça se fasse, on a l'impression que ça les arrange quelque part. Quand il y a du désordre, c'est pas une impression, hein. Des fois les événements nous donnent raison parce que il y a des actes qui sont posés, on se dit mais attends, il pas ni maman. Ouais, on se dit souvent, effectivement. Oui, tout le monde. Alors on regarde, on est en quelque part, l'enfant court. Si vous faites le malheur de dire à l'enfant, calme-toi, il y a du monde. Comment c'est choqué là? Ou bien vous vous faites agresser. Aujourd'hui, on ne peut pas reprendre un enfant, même de manière très gentille, très douce. Mais on parlait justement, et monsieur disait tout à l'heure, il parlait des valeurs. Quel monsieur? Il y a deux messieurs là. C'est Frédéric. Sur un stade ou lors d'événements de jeunes, allez voir quelle musique on met sur les terrains pour les jeunes. Vous croyez que la musique a quelque chose à voir avec la violence? Et de quelle musique vous parlez? Je parle des musiques très à la mode, d'impérialité, de calibre, de tout partout, ou des gens qui sont censés avoir un minimum de respect. Ce sont elles les premières qui sont en première ligne en train de chanter. Moi, je ne défends aucune autorité. Mais moi, si moi, par an, je fais mon bordel, je chante mon chant, est-ce que je vais prendre mon enfant de 4 ans par la main, et puis quand elle va chanter ça, je vais lui dire bravo, et puis nous tout à l'heure. Et puis on me parle de violence. Oui, Jean-Pierre, vous disiez tout à l'heure, en début d'émission, que vous êtes persuadé que si on éduquait les parents, qu'on les accompagnait, mais c'est fait, parce qu'il y a quand même beaucoup d'écoles des parents, notamment financées par la CAF. On connaît beaucoup de... Pour ceux et celles que ça intéresse, monsieur Galva. Je prends un exemple. exemple. Pas mon prénom, Jean-Pierre. Fred, je prends un exemple bien. J'aime beaucoup mon prénom. Je prends un exemple bien simple, Fred, parce que moi, j'ai la chance de travailler à l'hôpital. Je vois que j'ai milité pour beaucoup de jeunes que nous avons pu faire entrer à l'hôpital, qui sortaient de prison. Eh bien, malheureusement, ces jeunes-là, ils se sont intégrés au niveau du CHUM. Et puis, je ne sais pas par quelle méthode qu'on a vu que ces agents-là avaient un casier judiciaire. Et on les a remerciés du jour au lendemain. Ouais. Parce que l'école de la deuxième chance, ça doit exister. Bien sûr, nous sommes d'accord. Il faut quoi en notre jeunesse? On va pas. Il y en a qui sont prêts à entrer dans les rangs et à travailler, à gagner son salaire dignement. Et là, quand on ne leur donne pas cette possibilité-là, ça peut causer beaucoup de problèmes. Parce que là, on est en train de se battre pour essayer de les réintégrer, mais c'est compliqué. Et ça, il faut que nos politiques le comprennent. Que ces jeunes-là, il ne faut pas les abandonner.
Il faut leur donner la main, il faut leur donner une deuxième chance, même une troisième chance. Mais malheureusement, toutes les portes sont fermées. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont tomber dans la facilité. Parce que la lésivité, c'est la mère de tous les vices. Donc, un jeune qui cherche un emploi, qui a envie de se réinsérer, qui a envie de montrer qu'il est capable de faire des choses, et puis toutes les portes se ferment, et puis malheureusement, il se retrouve tout seul. Il sort de prison, il va rentrer en prison rapidement parce qu'il va commettre des méfaits pour retourner. Une des causes de cette violence serait la situation sociale de notre pays. La situation sociale qui se dégrade de jour en jour. Parce qu'il ne faut pas oublier que nous avons 30% de la population qui vit en dessous du seuil de pauvreté. Et ça, il ne faut pas l'oublier en Martinique. Mais à qui on va le dire? On va crier ça comme ça dans du haut on va de le crier montagne, comme à ceux qui veulent entendre, à nos et politiques, pour qu'ils puissent se pencher sur cette problématique-là de nos jeunes, de nos aînés aussi qui sont en difficulté. Oui. Et je me demande quand est-ce qu'on va prendre en considération là, ces problèmes-là qui nous gangrènent. Est-ce que vous arrivez à vous faire entendre auprès de ces autorités, vous qui êtes à côté de ces jeunes? On essaye. Je pense que des fois, il y a des petites actions qui sont mises en place, notamment, on va dire, sur la politique de la ville. Il y a des actions, il y a des choses qui sont mises en place. On parle, oui, d'aller vers les jeunes de quartier défavorisés pour mettre en place un projet, mais le projet, il est court. Il n'y a pas un accompagnement permanent. Parfois, il n'y a même pas d'évaluation. Des fois, il n'y a rien. Et ce qui se passe souvent, si on observe bien, à un moment, moi, j'ai été interpellé par le fait que, tout le monde en parlait, mais les abris de bus où les jeunes se regroupaient, et ils n'étaient pas là pour se retrouver sainement. Il y avait une bouteille d'alcool, il y avait du bruit, il y avait de la nuisance sonore, et ils ne se rendaient pas compte parce qu'eux, ils sont là entre groupes de jeunes, ils essaient de passer un moment ensemble, etc. Sauf que des fois, je me demande s'ils prennent conscience de la portée des actions qui se posent. Et donc, même dans les centres commerciaux, vous allez voir passer, on dit dans la période, vous allez voir, il y a des attroupements de jeunes dans les stations et qui boivent. Il n'y en a pas un qui va dire, les gars, c'est bon, on en a pris un, on a pris deux, c'est bon, stop, on arrête. Après, ils vont prendre la route, on aura de la violence, il y a plein de petites choses qui vont se passer, des fois même entre eux. Je crois qu'aujourd'hui, il faut absolument qu'on se dise qu'il est de notre ressort, tous, les adultes comme les enfants, des jeunes qui ont la conscience de nous dire stop. Si nous voulons évoluer, nous ne pouvons pas rester dans ce stade-là et de nous dire que nous allons reproduire des éléments, des faits divers comme ça. Et donc, il est important. Je pense que nous, on participe à des actions, on fait je fais plein de camps. Je vois des jeunes aujourd'hui qui sont en difficulté, qui vivent avec moi un certain nombre de jours de vacances. Et ensuite, je ne sais pas ce qu'ils deviennent parce que, en fait, quand ils retrouvent leur vie, et nous, on ne les voit plus. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il va falloir absolument qu'on se pose et qu'on mette en priorité le bien-être de nos jeunes, qu'on mette en priorité le bien-être de notre population. Il y a une scission entre les anciens et les jeunes. Je l'avais noté, cette rupture le regard. On n'est pas très tendre avec oui, nos mais jeunes. il y a toujours un regard accusateur. Moi, souvent, je dis ça à certains aînés, n'accusez pas. Parce que quand on me dit oui, avant c'était meilleur qu'aujourd'hui, je dis non. Pas forcément, parce qu'il y a des situations... moi, j'ai pas pris de coup. Justement, est-ce qu'on est en train d'opposer un modèle que nous avions, parce que j'ai même entendu un spectateur dire mais un coup de bâton, ça ne fait pas de mal, mais sauf que nous sommes dans une autre façon on est de passé voir. à un autre stade. Mais je voudrais abonder dans le sens de Frédéric. Dans ce triste tableau, quand même, il faut saluer le travail que font les associations. Que ce soit au niveau des quartiers. Parce que nous avons des accompagnements des instances comme la CAF sur les espaces de vie sociale. Aujourd'hui... Mais est-ce que c'est fréquenté, ça? Parce que Alors, moi, je parle de ce que je vis, de ce que je connais, et on est en relation quand même avec d'autres quartiers où il y a un ensemble d'associations quand même qui font un travail extraordinaire. Là, pour la Noël, mais vous avez des jeunes qui ont fait un traîneau
à base de palettes avec des roulettes qui vont passer dans le quartier. Vous avez les enfants qui font du jardinage dans les jardins partagés, mais c'est intergénérationnel. Vous avez les aînés et les jeunes. Il y a de la transmission. Mais est-ce que, ça c'est des détails qui sont très importants, je le reconnais, mais est-ce que ce sont des modèles qui sont généralisables? Ça se passe bien dans votre quartier? Il faut une volonté de tout le monde. C'est ce que nous disons. Faut créer des espaces nous sommes pour les jeunes. unanimes Oui, pour le plus dire. Mais des espaces quand même Qui doit encadrés. porter cette volonté? Mais les chefs de dignité. ceux pour qui ceux que nous mettons aux affaires. Alors moi j'avais dit une fois et ça avait fait bondir certains. Je crois qu'à partir du moment où à mi-mandat ou à 1 an, on fait beaucoup de promesses. Il aurait fallu que nous ayons la possibilité, on demande des statuts, on demande des remises en cause, qu'on puisse révoquer. D'accord. Tu ne fais pas ton taf, Vous êtes plutôt radical. 71 27 07. Il ne dit pas de langue de bois, et quand on est sans langue de bois, il m'a dit que je suis radical. Nous avons quelqu'un qui nous écoute et qui attend. Bonsoir. Allô, bonsoir. Ah oui, bonsoir. Madame, votre prénom? Oui, je m'appelle Délie. Délie? Oui. On vous écoute, Délie. Alors, je voulais vous dire que ce problème-là, c'est quand il y a des problèmes comme ça, des délits justement comme ça, que les gens se remettent en question. Moi, je pense que c'est dans la vie de tous les jours qu'il faut se remettre en question, et c'est le problème de toute la population. C'est la population entière qui doit se remettre sur le pied de guerre, justement. Parce que face à la violence, face aux délits que les jeunes font, face à l'alcoolisme, face au tabagisme, face aux prises de stupéfiants, tout ça. Parce que moi, je veux pas juger les jeunes. Je ne dis pas qu'ils ont raison, je ne dis pas qu'ils ont tort. Mais en fait, ils ont une part de raison. Parce que qu'est-ce que les politiques, qu'est-ce qu'on leur offre comme possibilité de s'intégrer de la vie sociale, de la vie, active. Alors, il y a beaucoup de jeunes qui fait qu'ils sont dans la délinquance. C'est parce que ça vient parfois de familles monoparentales. Parfois, la mère est surbookée, elle a trop d'enfants à s'occuper, ou encore elle s'en occupe pas du tout. Aussi, les jeunes sont livrés à eux-mêmes, et vous savez, quand on est livré à soi-même, si on n'a pas son self-control, on fait du n'importe quoi. Il y a aussi la vie de surconsommation. Il y a partout, vous avez des affiches qui vous tentent, qui vous disent, il y a beaucoup, le regard, c'est beaucoup, monsieur, parce qu'il suffit pas du regard, parce que déjà, un regard empêche déjà, je suis pas à prôner la religion, mais il faut voir aussi on est beaucoup avec ce système de surconsommation, il faut vraiment avoir, la mainmise sur son portefeuille, parce que vous entrez dans un magasin, il y a tellement de choses alléchantes, même si vous avez l'argent, quand vous avez l'argent, vous achetez en trop, vous partez pour acheter un pain, vous ressortez avec un caddie entier. Donc tout ça pour vous dire que c'est l'engrenage du système. Et est-ce qu'on peut en sortir, Délie? Parce que là, votre constat, je crois qu'on le partage. Vous faites un constat très précis, mais vous, en tant que citoyenne, est-ce que vous avez le sentiment qu'on peut sortir de ça ou au contraire, ça va s'aggraver? Comment vous dire? Dites-moi. C'est comme une gangrène. Vous connaissez une gangrène? Ben oui. C'est quand vraiment la gangrène se prend quand on vous dit qu'on va vous couper votre jambe. Est-ce que vous comprenez? Mais avant, il y a des signes précurseurs avant que vous ayez cette gangrène-là. Oui. Il y a des signes précurseurs, d'accord? Soit votre cheville, elle enfle, je ne sais pas trop quoi, je ne suis pas de la médecine, mais il y a des signes précurseurs qui vous font voir qu'il y aura cette gangrène. Mais c'est la même chose pour la société. Je vous dis ça en connaissance de cause, monsieur. Parce que quand vous avez une cellule familiale, vous avez deux pères, deux monsieur. On dit voilà maman, voilà papa. Et je ne veux pas jeter le sort sur ces gens-là. Ils font ce qu'ils veulent de leur vie. Mais je pense que les enfants,
ils sont perturbés par ça aussi. Oui. Parce que vous voyez deux messieurs qui sont... Voilà ton papa, voilà ta maman, ils voient que ce sont deux messieurs. Voilà ta maman, voilà ton papa, ils voient que ce sont deux femmes. Il y a ça aussi. Il faut voir que la cellule familiale, elle-même, elle est attaquée. Vous comprenez? D'accord. Il y a ça aussi. Alors je pense que c'est un manque une perte de repères pour nos jeunes. Maintenant, il n'y a plus d'enfants. Quand vous voyez la mère, vous voyez l'enfant. La mère est habillée d'une façon, vous voyez l'enfant, elle est habillée pareil. Il n'y a plus d'enfants. Moi, quand j'étais petite, j'avais peut-être une petite robe courte, mais j'avais un fanti en dessous. Maintenant, les enfants, comment ils sont habillés? Regardez bien comment les jeunes sont habillés, les jeunes enfants, et vous verrez tout de suite ce que je vais vous dire. Alors voilà, il y a plus de repères, donc tout le monde fait comme il veut, donc c'est une bombe qui nous jette au visage. Et monsieur, je vous dis sincèrement, ce n'est que le commencement. Alors ça nous pour faire, nous Martiniquais, c'est marrer sa nous et puis acter. Pas toujours parler, mais acter. C'est la vie de chaque jour et de chaque citoyen de mettre sa pierre à l'édifice, monsieur. Vous comprenez ce que je veux vous dire? Je vous écoute avec beaucoup de précision, mais vous m'avez l'air bien pessimiste. Moi, je peux vous dire, Oui. voyez, j'étais mariée, mon mariage est parti en poussière. Pourquoi? Parce que les jeunes femmes, elles jettent les hommes mariés. Et voilà. Pas toutes, quand même. Dans la route. Vous comprenez? Oui. Alors, Très bien. Si j'avais pas travaillé pour avoir ce que j'ai, je ne serais pas ce que je suis là maintenant. Vous comprenez? Oui. Alors, la société même mérite d'être refaite. Alors, ce n'est pas, on attend Jésus, mais c'est maintenant qu'il faut préparer la venue de Jésus. Hein. Vous savez ça? D'accord. Écoutez, merci beaucoup, Comme vous avez Délie. compris, monsieur. Merci. On a surtout noté votre pessimisme. Alors, elle pensait qu'elle est revenue sur le modèle parental en disant qu'il est défaillant. Elle parle des familles monoparentales, mais aussi homoparentales, en disant que tout ça, c'est peut-être des causes qui seraient à l'origine de la destruction des individus. Ouais, je pense que depuis tout à l'heure, nous parlons, nous énonçons des choses et il y a des choses qu'on a répétées qui sont fondamentales. C'est le cadre. Et je pense que quel que soit l'environnement, lorsqu'un enfant est dans un environnement clair, sain, que ce soit... Qu'est-ce que vous appelez un environnement clair, sain, Frédéric? C'est-à-dire qu'un environnement où l'enfant, il a bien compris sa place, il a bien percuté sur ce qu'on attend de lui, les parents l'accompagnent. Il y a des parents qui sont en difficulté, il y a des parents qui ont envie d'accompagner leurs enfants et qui sont en difficulté et qui se battent tous les jours. Donc je pense que il y a des parents, on jette la pierre à certains parents, mais il y a des parents qui essaient de faire de leur mieux, comme ils peuvent, avec un environnement qui est effectivement un peu difficile parce que on a envie... dans la coupe de Maslow, on voit bien qu'on veut être bien jusqu'en haut et que certains, ils passent leur temps à travailler. On a beaucoup de personnes qui passent leur temps à travailler et qui ne peuvent que dépenser des sous pour manger. C'est tout. Ils n'arrivent même pas à faire quelque chose pour leur famille, pour le bien-être, etc. Il y a la situation. Mais je pense que même dans ce cadre-là, lorsque on accompagne nos enfants, on les encadre et à l'intérieur de notre environnement familial, les choses sont claires, stables, nettes. Et je dis bien, quand je dis net, ça veut dire qu'on a bien compris qu'on a des valeurs qu'on partage. On a des choses qu'on n'accepte pas. Moi, en tant que parent, j'ai mes enfants, je leur dis clairement, ça, je n'accepte pas. Derrière, je ne vais pas leur dire ça, je n'accepte pas et je vais le faire. Je dois être un modèle pour mes enfants. Ça, je m'attache à ça. J'essaie de faire en sorte de Mais est-ce que vous pensez justement que c'est pas là où le bas blesse, la question du modèle? Parce que les adultes, est-ce qu'ils ont bien incarné cette mission, ce rôle qu'ils ont d'être modèles auprès des plus petits? Je vois que Jean-Louis voulait répondre en cœur. Non, mais quand on observe, c'est vrai, les gens... au sein des de réponses brèves, parce que nos téléspectateurs... au sein de la société, bon, vous avez des gens qui sont des chefs d'entreprise, qui n'ont pas le temps. Hein. La maman travaille, le père travaille, les enfants ont... L'éducation est remplacée par le téléphone, par la télé. Chacun a son environnement dans sa chambre. Il y en a même qui mettent sur leur porte défense d'entrée ou frapper avant d'entrer. Donc, c'est vrai qu'il y a un mal-être.
Donc, il faudrait trouver un juste milieu. Il faudrait que les parents trouvent le temps, ne pas se faire remplacer par la nouvelle technologie. Et à notre époque, je crois que c'est ce qui nous a protégés un petit peu, qui a fait que nous sommes très peu à avoir ces valeurs-là. Sur la question du modèle, quel est votre point de vue? Est-ce qu'il est défaillant? Je rejoins Frédéric, hein. Il faut qu'on soit des modèles. Moi, d'un regard, je parle à mes enfants. D'un regard, vous arrivez à vous faire respecter, je parle Jean-Pierre. avec les yeux. Voilà. Je parle avec les yeux, je ne parle pas Comme deux votre fois. père faisait certainement. Oui, mais jusqu'à présent, je ne les ai pas battus. Hein, mais avec le regard, je leur disais, on savait si j'étais content ou pas content. Oui, tout à fait. Et comment je dois me comporter. C'est pour ça que la Moi, je fessée, parlais je pas dis deux fois. qu'au-delà de la Sans fessée, les il y a battre, hein. au-delà de la fessée, il y a une autre manière de faire les choses et d'aboutir. Mais il y a un Et- phénomène. Voilà. Vas-y. Et je pense qu'il y a aussi quelque chose qu'on oublie aussi, c'est que tout à l'heure on en a parlé, c'est que les parents étaient aidés dans l'éducation par les grands-parents et par l'environnement, On y reviendra, par l'environnement qui était là. On y reviendra. Et à un moment, les associations, il y a beaucoup d'associations qui ont pris le relais à ce Oui. niveau-là. Et aujourd'hui, faute de moyens, dans les quartiers, à proximité, il n'y a plus de structures associatives qui sont en capacité d'œuvrer, parce qu'aujourd'hui, pour œuvrer dans une association, il faut monter des projets. On ne finance plus le fonctionnement de la structure associative, on finance des projets. Et il faut pouvoir les monter, il faut pouvoir les mettre en œuvre, il faut pouvoir avoir du monde qui accompagne, etc. Et je pense que cette partie-là aussi, parce que dans beaucoup de communes, il y avait des foyers ruraux, il y avait des choses comme ça, qui ramenaient de l'action de proximité, Et de puis l'accompagnement, Qu'est-ce qu'ils qui sont devenus, réunissaient, ces qui foyers réunissaient ruraux et les tous ces jeunes. Ça a tendance voilà. à disparaître parce qu'on n'a plus de gens pour faire le bénévolat. Ça aussi, ça Vous disparaît. alliez dire quelque chose de ce que Frédéric... Oui, je voulais dire qu'il y a quelque chose qui m'interpelle dans cette société-là actuellement. C'est-à-dire que la disparition de jeunes filles de 14, de 15 ans qui disparaissent Ah pendant oui. 3-4 jours, pendant une semaine, et qui reviennent et on ne se pose pas la question de savoir pourquoi on en est arrivé là et qu'est-ce qui les pousse à Alors tout à faire l'heure, ça. on y reviendra. Je vous propose d'écouter un téléspectateur ou une téléspectatrice qui attendent depuis quelques minutes. Bonsoir. Oui, bonsoir. Je voudrais juste... Votre prénom? C'est Brigitte. Mon nom, c'est Jean-Brigitte. Votre prénom, Je c'est voudrais Jean. juste dire... tout d'abord, bonsoir à tout à chacun. Bonsoir. Je voudrais juste faire une remarque. Je trouve que c'est vraiment trop facile de mettre tout le problème de la Martinique sur le dos des élus martiniquais. C'est incroyable. Les élus ne peuvent pas tout faire. D'accord, oui. Les problèmes concernant la famille, chaque famille doit assurer ses responsabilités. Voilà, ce n'est pas à l'élu de faire l'éducation des enfants. Mais c'est pas à lui, l'élu, d'aider à élaborer une politique. Non, les élus font les élus font ce qu'ils ont à faire. L'élu fait un certain nombre de travail dans le pays. Oui, Jean, on vous écoute. Ce n'est pas à lui de faire l'éducation de nos enfants. Oui, nous sommes bien d'accord. Mais est-ce que vous pensez que les élus de notre C'est un territoire modèle aussi. peuvent avoir une pierre à Non, mais- porter à l'édifice pour Moi, j'entends contre les cette syndicats situation de parler. violence? Est-ce que les syndicats l'éducation des enfants? Les Bon, syndicats, ils font est-ce que les l'éducation syndicats font des l'éducation des Non. enfants, vous? L'élu a un travail à faire, il le fait, et jusqu'à la preuve du contraire, les élus martiniquais font correctement leur travail. Oui. Très bien. Écoutez, on vous remercie, Jean, pour votre remarque. Il n'était pas non plus de notre intention Je de pense juger pas qu'autour les de la élus table, martiniquais. on n'a pas de fustigé. faire l'éducation des enfants. On a bien parlé de la famille. Oui. Il faut. Est-ce qu'on n'a pas trop chargé la famille, justement? Parce que j'ai le sentiment, en vous écoutant, que les familles, elles sont lourdement responsables de tout ça. Hein. Que ce soit parce que vous estimez qu'il aurait fallu qu'elles soient accompagnées. On a l'impression, et on entend souvent, « Ah, ti maman était à pani maman, ou pani papa ». Est-ce qu'on n'est pas en train de charger un peu les familles de ce qu'elles ne peuvent pas faire? On parle du constat de ce qu'on voit, Fred, parce que on ne
parle pas de choses qui ne sont pas vécues. On ne parle pas d'inexpérience. Nous nous retrouvons dans des lieux, nous nous retrouvons dans des structures où nous voyons qu'il y a un laxisme. Reprendre un enfant, dire à l'enfant, tu ne cours pas parce que tu es dans un lieu où il faut que tu restes assis, ou que tu écoutes, tu me fais honte. Il y a toute une éducation à faire. Quand on va quelque part avec un enfant, c'est pas une petite bête qu'on emmène après nous. On dit à l'enfant, je t'emmène en quelque part, il faut que tu te tiennes correctement. Mais on a l'impression qu'aujourd'hui, les enfants ont tous les droits. C'est ce qu'on dit, mais c'est un constat. Et tant qu'on va rester cantonné sur une position, on est toujours en train de critiquer l'élu, on est toujours en train de... On ne critique pas, on fait un constat. Aujourd'hui, la société en est arrivée là parce qu'il y a une défaillance, et je l'ai dit d'entrée de jeu, à tous les niveaux. Juste pour dire à ce monsieur que oui, on fait de l'éducation. Oui, en tant que syndicat, je fais l'éducation. Oui. On défend n'importe qui, mais pas n'importe quoi. Et ce sont ces valeurs-là que je défends et que je défendrai jusqu'à ma mort. Oui, je fais de l'éducation. Tant que vous ayez la plus longue vie possible. Mais dans les associations, on le fait. On continue le débat. Allez, on écoute maintenant la prochaine personne. Bonsoir. Bonsoir. Votre prénom? Julienne. Reprenez, j'ai pas entendu. Julienne. Julienne, bonsoir Julienne. Bonsoir M. Gavard, avec le PVT et la Banque publique. Tout ce que j'écoute. Bonsoir. Je vois que dans ce débat, on revient souvent sur le rôle des parents. Mais il n'y a pas que les parents, parce qu'il faut savoir que la violence a démarré avec l'arrivée de la drogue en Martinique. Oui. Il y a le terreau des parents, on parle de parents. Il faut voir la catégorie de gens dont les enfants font de la violence dans le pays. Il y a la question de l'éducation, mais il y a aussi la question de certains parents qui n'ont pas reçu et qui ne peuvent pas donner. Il y a aussi le problème que ces gens-là sont arrivés à un stade où ils croient qu'ils sont ils ont tous les droits parce qu'ils ont un statut qui leur permet d'être vivre aisément. Et à ce moment-là, l'éducation est partout. Mais il n'y a pas que ça. Il y a le problème de l'État. Il faut dire que l'État est responsable de ce qui se passe dans ce pays-là. Pourquoi? Parce que vous regardez des gens vous attaquer quand vous êtes dans la rue pour vous voler votre sport. Quand vous avez tous les délinquants qui marchent avec de l'or et personne ne les arrête pour leur demander la facture, pour leur demander de justifier leur prise de l'or. Vous savez, en plus, regardez ce qui se passe à Mayotte. Pendant combien de temps ils ont terrorisé les habitants, et il a fallu que l'escadron de gendarmes débarque. C'est pourquoi je vous dis que ce sont ce sont des promesses. Il a fallu que l'escadron de gendarmes débarque pour que tous ils rentrent dans les rangs. Donc c'est pour vous montrer que le fait que l'État empêche les gens de répliquer, parce qu'avant, quand quelqu'un vous attaquait, vous réagissez, s'ils ne savaient pas qu'ils ont les droits, ils savent qu'ils sont mineurs, ils n'iront pas en prison. Donc ça leur donne le droit de tout faire. Vous voyez, donc il faut revoir les lois. Il faut revoir parce qu'on aura beau faire le fait que le temps qu'il y aura de la drogue, il y aura de la violence. Et c'est comment dire, c'est l'essence de la violence. Parce que le jeune, il a besoin de drogue, il a besoin d'argent pour en avoir. Après, il y a des besoins. Ils mettent un rapport pour ça à 1000 €. Le jeune, il veut faire comment? Parce que maintenant, la société, c'est une société de compétition, c'est pas une société de qualité. Les gens sont là pour se faire voir, ils sont là pour être plus forts. Et sans que ça aille, on est un peu d'aller au carreau. C'est ça que je voulais dire. Très bien. Écoutez, merci vraiment d'être venu nous en parler. Et ça nous donne l'occasion sur le plateau d'aborder cette question. Merci Julienne, à très vite. Alors, la question de la drogue, aussi, c'est vrai que ça devient un sacré fléau, indépendamment de... Et là, j'interpelle le professionnel de santé. Vous êtes, c'est un problème de santé publique. C'est un problème de santé publique, mais encore une fois, si l'État assumait ses responsabilités, parce que j'ai entendu qu'il faut mettre des radars et que ça, ils ne veulent pas parce que ça revient trop cher. Et ça ne revient pas trop cher d'aller faire la guerre
ailleurs qu'en France et ne pas équiper la Martinique, qui est devenue une plateforme tournante de la drogue, de radars qui puissent permettre de voir qui rentre et qui sort et comment on peut arrêter ça. Mais faudrait-il qu'il y ait une volonté? Bon, comme c'est la Martinique, on s'en fout, mais quand il faut partir en métropole avec la drogue, on cherche par tous les moyens d'empêcher la drogue de rentrer en France hexagonale. Et pourquoi on ne fait pas ça aussi pour la Martinique, pour la Guadeloupe, pour la Guyane? Non, nous ne sommes pas protégés. Mais c'est clair qu'on n'est pas protégés. On sait d'où viennent les armes. On sait qui les emmène. On sait qui y a à la tête des cartels. Vous pensez que c'est délibéré, ça? Non, moi je dis que si pas ni soutirait, pas ni volait. Parce que je vais vous dire quelque chose. On va tenir un petit jeune avec 100 grammes, 200 grammes. On va le mettre en tôle. Mais on va prendre quelqu'un en col blanc. Comme il a une notoriété, il est grand dealer, eh ben, il a une pléthore d'avocats, eh ben, il sera relaxé. Et puis voilà quoi. Et ça crée une inégalité qui fait que aujourd'hui on y va. On va pas me dire que la Martinique, on n'arrive pas, on sait d'où vient la drogue. Parce qu'on en parle. Quand les ministres sont venus ici, beaucoup on parle, on va envoyer. C'est pas oui, c'est vrai que ça va servir à réguler une certaine violence. Mais en amont, on fait quoi? Sur la circulation des armes, est-ce que vous avez une idée d'où viennent ces armes? Vous avez la Colombie, vous avez les îles voisines. On sait très bien d'où elles viennent. Hein. Ils disent que ça revient du Venezuela, de Sainte-Lucie, des îles avoisinantes. Mais qu'est-ce qu'on met en place pour empêcher aux armes d'entrer? Et puis après, on blâme les policiers alors que les dealers sont plus armés que les policiers. Le policier reste un être humain. Donc nous ne sommes pas protégés. Et comme il n'y a pas de politique marquée pour nous protéger, il ne faut pas accuser les politiques parce qu'ils font leur job. Ça dépend de qui fait quoi. Moi, je suis très à l'aise dès qu'on parle de l'incompétence de certains, il y a des gens qui montent au plafond, mais nous, on est dans la vraie vie. On n'est pas dans un film. Quand on est dans un quartier où certains sont bien au chaud dans leur lit et que ce sont les associations qui prennent le relais, moi, je suis très étonnée quand j'entends les gens fustiger. Dès qu'on parle d'élus, des gens montent au plafond. On n'a pas dit que tous les élus sont des incompétents, mais il y a un constat. Et quand je dis c'est au niveau de toute la société, c'est de bas en haut et de haut en bas. On a parlé de l'éducation, on a parlé des parents, on a parlé des instances, on a parlé du gouvernement. On n'a pas ciblé, comme dirait l'autre, qui se sent perturbé, qui se mouche. Mais il y a une réalité. Et tant qu'on ne voudra pas regarder en face les problèmes, qu'on fuit ses responsabilités, d'ici, on sera morts, vous et moi, que le phénomène va empirer parce que... Sauf qu'on sera mort. Oui, on sera mort. Voilà. Mais sauf que nous allons laisser nos petits-enfants. C'est vrai. Et voilà. Un petit clin d'œil au mien pendant que j'y pense. Ouais. Alors vous, chez les jeunes, est-ce que vous arrivez à parler de ces vraies questions de drogue, de produits toxiques chez Scout et Guide? On essaie d'aborder ça, mais bon, voilà. On essaie d'aborder ces propos avec eux. Mais vous savez, je me rappelle très bien, donc par exemple, moi qui n'aime pas du tout l'alcool, j'ai des copains qui me disaient, écoute, à cause de toi, l'économie de la Martinique ne va pas tourner parce que etc. C'est une posture, c'est une position particulière qu'on a. Boisson gazeuse. Moi, ça ne m'intéresse pas. Personnellement, ça ne m'intéresse pas parce que je trouve que ce n'est pas utile. Pour fêter, on n'a pas besoin d'avoir la tête à l'envers. Vous avez bien entendu. Voilà. Hein, pour fêter, on n'a pas besoin d'avoir la tête à l'envers. Voilà. Pour ceux qui vont fêter ces jours prochains. Donc non, mais c'est un élément important. Je pense que ce qu'il y a, c'est qu'on a en face de nous des jeunes qui ont envie de vivre des expériences. Notamment, moi, j'ai eu un copain, il a voulu essayer de fumer. Il m'a dit, voilà, moi je veux goûter pour savoir ce que c'est que la cigarette. Sauf que lui, ça fait plus de 30 ans qu'il fume et qu'il fume des paquets alors qu'il a voulu juste essayer. Et je pense que c'est important que le message il passe. Et c'est important aussi qu'on pense, parce qu'il y a des gens qui essaient d'arrêter, etc. Mais quand vous voyez le prix du paquet,
de cigarettes, comme le prix de l'alcool, etc., tout est fait pour que, même si on essaie de dire, oui, on va mettre des emballages avec des images, etc., ça rapporte. Et donc, si on voulait vraiment que ça ne fonctionne pas, on a trouvé des formules pour que cela ne fonctionne pas. Même si derrière, il y a toujours la contrebande qui vient alimenter un certain nombre de choses. Donc, aujourd'hui, je pense que chacun, nous devons nous protéger. Nous devons protéger aussi nos enfants. On doit leur en parler. Nous, on en parle. Hein, donc, je sais pas parce qu'on en parle que ça va forcément fonctionner. Hein, donc, moi, je ne vais pas consommer de cigarettes ni boire, etc. Mais ça ne veut pas dire que dans le futur, mes enfants ne le feront pas. J'essaye de leur passer les éléments, mais nous sommes en co-construction. C'est-à-dire que ce qui est important de savoir, c'est que dans l'accompagnement que nous avons et dans l'éducation que nous portons à nos enfants, et c'est là où c'est important, c'est pas uniquement dans la cellule familiale que ça se passe, parce que nos enfants, j'entendais tout à l'heure, on parlait des enfants qui sont turbulents, etc. Moi, je connais des parents qui me disent, mais non, mon enfant, il n'est pas capable de faire ça, parce que dans le cercle familial, l'enfant ne fait pas ça. Sauf que nous sommes tous passés par là et nous savons que c'est l'expérience qui fait. L'éducation se fait par un certain nombre d'expériences. Nous, on a des enfants qui arrivent et qui veulent aussi, à un certain moment, montrer qu'ils sont des adultes. Et on doit trouver la bonne formule pour les remettre dans un cadre. Donc, l'éducation, elle ne peut pas se faire seule. Il faut absolument que nous acceptions tous de collaborer pour que l'éducation se fasse et que nous soyons sur les mêmes valeurs de notre société. On avait une société accueillante, fraternelle, ouverte à tous. Et aujourd'hui, on développe beaucoup d'égoïsme. On est un peu fermé sur nous-mêmes et ça, c'est pas bon. Et je pense que tant qu'on n'aura pas pris conscience de ça, il n'y aura pas de vie. Avant, on laissait sa maison ouverte. Il n'y avait pas de clé, il n'y avait pas d'alarme. Parce que le voisin, quand on n'était pas là, on disait au voisin, jette un œil. Aujourd'hui, on ne veut même pas que le voisin vienne voir ce qu'on a chez soi. Parce que, voilà, on est dans une manière individuelle. Voilà, je pense que il y a des endroits où ça se passe très bien, et puis il y a des endroits où c'est plus compliqué. Mais je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on essaye tous, qu'on arrive à un moment de se dire, essayons. Et je pense que ça peut commencer par des quartiers. Il y a des quartiers qui vivent très bien des actions, qui font des choses superbes. Les gens s'entendent super bien. Et je pense que si ces quartiers-là pouvaient nous envoyer la lumière pour que ça puisse se déployer sur l'ensemble de la Martinique, ça aurait été bien. Et donc je pense que tout le monde, on doit tous prendre notre bâton de pèlerin et nous dire que si on veut que notre Martinique soit calme, si on veut que notre Martinique soit bien, si on veut que notre jeunesse se retrouve, eh bien, allons leur parler. On peut fêter. On peut s'amuser, il y a un cadre, il y a un moment, il y a une durée, il y a un espace. Voilà. Nous poursuivons notre discussion avec nos téléspectatrices et téléspectateurs. Bonsoir. C'est à vous, vous qui attendez depuis longtemps. Bonsoir, votre prénom. Fred. Oui, votre prénom ? Oui, alors mon prénom c'est Bruno. Bruno, et j'appelle du centre-ville de Fort-de-France. Ah, très bien, nous sommes voisins. Nous sommes dans les hauteurs de Fort-de-France. Je ne suis effectivement pas loin et je remarque que tout le monde, à la fois tes invités, Fred, mais aussi ceux qui ont participé, nous sommes tous animés de bonne volonté. Oui. Donc je salue Grégory qui m'a si bien accueilli au Standard. Mano, le boss de la télé. Oui. Tes téléspectatrices et téléspectateurs, et Julienne qui m'a précédé et qui a amené la drogue comme cause, et Rosette, Frédéric et Jean-Pierre qui sont sur le plateau. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Voilà, merci pour vos propos, merci pour ce qui a été dit. Il y a beaucoup de vérité. Je pense que toutes les paroles ont été des vérités. Donc, en tout cas, c'est dans la diversité qu'on trouve la vérité. Donc, c'est pour ça que plus il y a de personnes qui interviennent, mieux c'est. Et vous avez beaucoup parlé des causes. On ne va pas trop en revenir. Simplement remercier déjà M. Galva pour le thème. La violence, comment s'en sortir. Et alors, tout le monde est coupable, Fred, sincèrement. Oui. Tu sais, même les parents. Ici en Martinique, on n'est pas dans les pays nordiques. Les descendants des Vikings, où tu sais, il n'y a jamais de coups. C'est comme ça. Comme peut-être leurs ancêtres ont été très violents, eux, ils sont très pacifistes et pacifiques. Ici, c'est une éducation du type dressage. Je ne suis pas le premier à le dire, je t'apprends rien. Quand tu consultes des ouvrages de sociologie, je ne vais pas faire de la publicité aux sociologues, voilà. Mais c'est Makabakou jusqu'à temps où obéit.
bien manqué à crier d'ailleurs. Mais en tout cas, c'est toujours un petit peu violent. Donc la violence commence déjà dans la famille. Et les parents, malheureusement, tu sais, avec le temps, avec les moyens modernes, ne communiquent pas assez avec leurs enfants. Dans le foyer, il y a aussi la famille. Tu sais, dans la fratrie, attention, c'est souvent la loi du plus âgé ou du plus fort. Mais on retrouve ça aussi avec les oncles et les tantes, etc., ce qui peut être une source d'abus et de violence. En toujours, je ne veux pas aller jusqu'à l'inceste. Les médias, Fred, quand tu allumes ta télé, tu tombes toujours sur un crime, une agression. Il n'y a pas une soirée où il n'y a pas un crime, il n'y a pas quelque chose de malsain à voir, qui pollue le cerveau, tu sais, et puis qui amène peut-être des gens à répéter ce qu'ils ont vu, agir par mimétisme. Alors, il y a la télé qui nous abrutit, mais il y a aussi, bon, ce qui est, on réagit un petit peu plus. Enfin, ton émission, ce n'est pas le cas, puisqu'on peut réagir. Donc, il y a également les réseaux sociaux, là, on peut réagir aussi. Mais je vois qu'on partage beaucoup de vidéos d'action ou de braquage. Tu vois, c'est encore la violence. À l'école, on retrouve la violence. C'est banalisé. Tu sais, c'est le coq qui est violent. C'est tellement bizarre, lui, il ne va jamais rien donner de bon à l'école. Mais il va trouver le moyen de gâcher la vie d'un génie avec ce qui s'appelle le quête. Seul ou à plusieurs, on t'attend à la fin des cours et remets-nous ta paire de chaussures, etc., ta banane, ton portable, etc. J'ajoute aussi la société, qui est trop tolérante. Il y a une immigration qui est certes clandestine, mais qui est très violente. Des gens qui viennent à quelques kilomètres de nous, qui commettent des agressions et qui repartent sur leur île. Là, malheureusement, notre société ne nous protège pas assez. Mais on remarque au centre-ville, justement, nous qui sommes voisins, Fred, des SDF, des mendiants. Je ne les critique pas, je peux devenir comme moi, on ne sait jamais. Mais c'est un constat. Alors, bravo pour l'image touristique. Des SDF, des mendiants et des malades mentaux déambulent comme ça. Ah oui, il y en a de plus en plus. Alors, souvent à moitié nus ou autre, et ils propagent la violence. Donc, maintenant, ce serait bien, puisqu'on a cité les causes, Julien a parlé du trafic de drogue, on va revenir dans une minute. Juste quelques solutions, puisque n'étant pas Dieu, je ne détiens pas la vérité. Donc c'est vrai, puisqu'on se plaint de ça, et ça ne serait pas arrivé à Rosette, davantage de présence policière ou de gendarmes en commune. Le retour des cours d'éducation civique à l'école, ça manque ça. On n'apprend pas à être un bon citoyen. C'est vrai qu'on apprend à être un bon élève, des fois on devient brillant, peut-être qu'on marche sur les autres aussi, ça c'est pas bien non plus. Mais d'autres s'écartent de l'école et là tombent dans une délinquance, mais on n'apprend pas à l'école à être un bon citoyen. Il n'y a plus de ces cours d'éducation civique que nous avons connus, Fred. Ce serait bien aussi, Fred, de réinsérer, mais vraiment, les détenus. Tu sais, parce qu'il y a beaucoup de récidives. C'est vrai. Le gars, il est sorti il y a quelques mois et tu dis des fois que c'est pour mieux manger, et puis c'est pour retrouver ses copains à l'intérieur, à Ducos. Il commet un délit. Voilà, il agresse et tout ça. Ça manque aussi ces fameux tournois interquartiers entre jeunes. Là, je parle de Fort-de-France. C'est un vrai lien social. Ça permettait aux jeunes de se connaître, de s'apprécier. Des fois, ils devenaient copains. Bon, ça évitait quand même qu'ils s'entretuent. Des fois pour une moto ou pour une chaîne en or. Ce serait bien, puisque c'est Julienne qui en a parlé. Et s'il y a des Martiniquais qui alimentent ce trafic de drogue, ce sont les toxicomanes. Je reviens à eux parce qu'on les voit déambuler. Ce qui est anormal, parce qu'on se dit, tiens, peut-être que la prison est pleine, mais pas colson. Moi, je demande personnellement, moi, ton téléspectateur fidèle de Psychose, merci, je demande l'interdiction de la mendicité au centre-ville. Je prends mes responsabilités, on reconnaît ma voix, je sais que je risque gros demain. Bon, il y a déjà cette image touristique, je la répète. On parle de Fort-de-France, ville touristique, l'une des plus belles baies du monde. C'est vrai, c'est une ville qui est magnifique, mais quand même. Ces individus, je le répète, déambulant toute la journée, sans limite, sans restriction, à moitié nus et sales, ce sont les premiers consommateurs de ce trafic de drogue qu'a cité Julienne. Et malheureusement, tu sais,
le plus souvent auteurs de violences, quelles qu'elles soient. Voilà, alors ce sont quelques solutions, il y en a d'autres. Ouais, d'accord. Je te remercie Fred pour l'émission. Mais je remercie aussi Rosette, Frédéric et Jean-Pierre pour leur présence. Merci. Et leurs bonnes paroles. Et je te dis dans 15 jours, Fred. Dans un mois. Dans un mois, puisque ça va être juste avant. Bonne soirée. On va essayer de faire quelque chose de très joyeux. On fera juste avant Noël. Merci de ta fidélité, Bruno. Alors, je crois qu'on va peut-être arrêter les contacts avec nos téléspectateurs. C'est vrai que c'est très vite passé. C'est l'heure maintenant de faire un tour de table de conclusion. On va commencer par vous, Rosette, vous qui avez été victime récemment, vous qui militez pour que les choses avancent. Quel serait, selon vous, si on vous donnait le pouvoir, qu'est-ce que vous auriez fait en priorité pour que ça cesse, cette violence? Qu'est-ce que vous auriez fait? Je crois que déjà, il faut redonner confiance à nos jeunes mamans, aux parents, parce qu'on a beaucoup de jeunes qui enfantent et qui n'ont pas toujours la méthode. Donc déjà, nous rapprocher ou que ces jeunes se rapprochent de nous qui sont en difficulté. Il y a un tissu associatif au sein des quartiers qui fait un travail extraordinaire, intergénérationnel. Il y a beaucoup de jeunes qui vont vers les jeunes. Il y a des espaces de parole. Et samedi, j'ai participé à un espace sur la charge mentale avec un psychologue. Et je crois que ce genre d'échange permet de détecter un petit peu ces souffrances cachées qu'on n'arrive pas toujours à exprimer. Et puis que tout le monde, à tous les niveaux de la société, se remette un petit peu en question. Ce n'est pas une critique gratuite, mais c'est une critique constructive. On vous donnerait la gouvernance, Frédéric, de ce dossier. Vous feriez quoi, vous? Je pense que la première chose, ce serait de recréer du lien social dans les différents coins. Parce qu'il y a des structures. Les associations, j'en vois beaucoup et j'en côtoie beaucoup. Je pense que le fait de redonner la possibilité aux associations de se repositionner dans l'environnement et de recréer du lien social. Le fait de pouvoir faire ça, d'assurer que... Parce que quand on passe du temps pour des structures à chercher des financements, on n'a pas le temps de s'arrêter à l'essentiel. Et donc réfléchir sur l'essentiel, ce qu'on voudrait pour recréer ce lien. Là, dans les quartiers, et tout à l'heure, il y a un auditeur qui disait qu'il y avait des tournois, effectivement, il y a des tournois sportifs, il y avait des rencontres qui se faisaient, il y avait des rivalités de quartier, mais ces rivalités-là, elles se vivaient sur le terrain, sur le lieu du sport, autour du sport. On arrivait à casser un peu les mauvaises ambiances. Je pense qu'il faut redonner cette force-là à ces structures, et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont du temps, qui ne savent pas quoi faire. Et donc, ce temps-là, je les invite à se rapprocher, que ce soit d'associations sportives, d'associations culturelles, pour pouvoir aider et aussi contribuer à faire en sorte de partager des valeurs communes et de créer du lien. Voilà. Moi, je réagis d'abord à ce niveau-là. Je pense que si on crée du lien, on a plaisir à vivre ensemble, on a plaisir à se comprendre, à se connaître et à se respecter, mais on va éviter de se quereller sur la voie publique. Vous n'échappez pas, évidemment, Jean-Pierre, à la question. Vous êtes en charge de ce dossier. Vous faites quoi pour que ça finisse, cette violence? Déjà, donner la parole à nos jeunes, faire confiance à cette jeunesse, parce qu'il ne faut pas généraliser, je veux bien, mais je crois qu'il y a un travail énorme à faire, c'est-à-dire dès la base, dès l'école, le civisme, comment se comporter, le respect. Et puis, je dis encore une fois, il faut créer, comme il disait, créer le lien social, mais il faut qu'on ait des espaces de discussion. Il faut ouvrir la porte à cette jeunesse-là, parce qu'il y en a qui travaillent, il y en a qui ont envie de travailler. Et ça me peine beaucoup de voir que c'est cette question-là qui me revient. Les jeunes qui sortent de prison, il faut leur donner la deuxième ou la troisième chance. Et il faut que les chefs d'entreprise comprennent ça. Il faut qu'au CHU, qu'on comprenne ça.
qu'on ne ferme pas la porte sur nos jeunes et qu'on leur donne leur chance et qu'on les accompagne dans leurs difficultés. Pour le CHU, je vous fais confiance. Merci à Eric, à René Adémar et à Marie d'ailleurs qui était derrière, parce que quand il y a René, il y a toujours Marie Adémar derrière. Merci à Dédi, merci à Jean, à Julienne, Bruno qui a rappelé combien il est fidèle à notre émission, aux régisseurs aussi qui étaient présents. Les deux, et puis à vous Rosette, à vous Jean-Pierre et à vous Frédéric, un grand merci. Je vous souhaite de joyeuses fêtes quand même, parce que ce sera juste avant. Pareillement. Juste avant pour moi, parce que je vous retrouverai le mois prochain et on va essayer de parler de votre Noël à vous, comment il sera. Voilà. Merci, on se retrouve dans un mois. Prenez bien soin de vous surtout. À bientôt. Ok, à bientôt. À bientôt.